Donc, le thème de cette conférence en ligne est l'investissement dans la dette des PME. Alors, on entend effectivement dans les grands médias de plus en plus qu'il faut investir directement dans la dette des PME. Or, jusqu'à présent, c'était l'apanage des banques. Mais depuis la crise des années 2007-2008, la crise des subprimes, les banques ont été contraintes d'adapter leur activité. Il y a des nouvelles contraintes réglementaires qui pèsent sur elles, les fameux ratios BAL 3, ratio de solvabilité, ratio de liquidité. Et la conséquence de tout ça est que les banques ne prêtent plus autant qu'avant à l'économie réelle. Un chiffre, en 2013, l'encours des banques auprès des PME, l'encours des crédits bancaires aux PME a baissé de 13%. En bref, les banques ne prêtent plus à l'économie réelle. Il y a une désintermédiation et les entreprises sont les premières touchées par ce phénomène. Face à cette situation, il existe des solutions. Elles consistent à proposer aux particuliers d'investir directement dans les PME, à se substituer aux banques. Nous allons voir avec Jérôme Livrand comment fonctionnent ces investissements directs dans la dette des PME. Quelle forme cela peut prendre? Quel rendement peut-on en attendre raisonnablement? Quels risques encourt-on? Y a-t-il des garanties? Et finalement, en quoi ces produits d'investissement répondent-ils aux besoins des épargnants français? Jérôme, c'est à vous. Merci Jonathan. Donc je me présente, Jérôme Livrand de Norcia. Mon métier quotidien est de rechercher de nouvelles solutions d'investissement et d'élaborer en partenariat avec différentes personnes comme bienprévoir.fr des solutions d'investissement. Aujourd'hui, on va parler d'un FCPR, FCPR Entrepreneur et Export. Alors qu'est-ce qu'un FCPR? Un FCPR est un fonds commun de placement à risque qui était pendant longtemps dédié à des investisseurs institutionnels. Et aujourd'hui, on a une émergence de fonds qui sont ouverts à un plus large public d'investisseurs. Aujourd'hui, investir dans un FCPR, c'est investir dans le financement de l'économie réelle. C'est investir dans des PME. Les PME qui sont le tissu local de l'économie française. Alors aujourd'hui, pourquoi investir dans les PME? Les PME cherchent des financements alternatifs. Nous pensons que la dette privée détient durablement un rôle clé sur le marché du financement. Quelles évolutions ont eu lieu sur le marché? Que s'est-il passé? En fait, depuis la crise de 2008 et le renforcement de la réglementation au niveau des banques, en particulier BAL 3, les banques assument mal leur rôle de prêteur aux PME. Elles ont des difficultés à trouver des prêts. Par exemple, 2 PME sur 10 ne trouvent aujourd'hui pas de prêt. 4 sur 10, difficilement. Ce sont des chiffres qui viennent de la BPI, la Banque publique d'investissement française. On a également une diminution des lignes de trésorerie. À titre d'illustration, voici un sondage de la BPI France qui demande, au cours des 6 derniers mois, comment avez-vous assuré le financement de votre exploitation courante? On observe dans ces résultats-là que 18% obtiennent assez difficilement ces lignes de trésorerie et 8% très difficilement. Ces chiffres, par rapport, ont été réalisés en novembre 2013 et sont en nette augmentation par rapport à mai 2013. On observe qu'il y a 3 points de plus par rapport à mai 2013 d'entreprises qui obtiennent difficilement des financements. Ces 3% correspondent réellement à 10% d'entreprises en plus. Il n'existe pas de marché obligataire pour les PME. Il y avait un secteur, un prêteur qui s'appelle la Caisse des dépôts et des consignations et qui prête à plus de 12%. La conséquence, c'est que les entreprises ont un besoin de financement alternatif et on a l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché de la dette privée concernant le financement des PME. Concernant les PME, qu'est-ce qu'une PME au sens français? Les PME au sens français sont des entreprises. Alors, on va parler du graphique sur le taux de défaut des PME qui aujourd'hui est faible. Qu'est-ce qu'une PME
au sens français. Une PME est une entreprise qui a un nombre de salariés inférieur à 250 et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, le taux des PME est faible, avec un chiffre de 1,25%. Le taux de défaut des PME est faible, à hauteur de 1,25% à mi-2013. Dans les PME, on n'inclut pas les micro-entreprises, qui sont des entreprises avec un nombre de salariés inférieur à 10 personnes. Ce sont ces micro-entreprises qui ont énormément de difficultés et qui ont un taux de défaut supérieur au taux des PME, aujourd'hui à 1,25, et qui, à l'horizon en 2009, est monté seulement à un maximum d'1,7%. Donc, si je comprends bien, Jérôme, ça veut dire que sur 100 PME, il y en a 1,7% au pire de la crise qui a fait défaut. C'est comme ça que ça traduit. Oui, tout à fait. Au pire de la crise, 1,7% des PME ont fait défaut. Selon effectivement les statistiques de l'Observatoire des entreprises, on a eu un maximum d'1,7% à mi-2009. Et depuis mi-2009, le taux de défaillance des PME, ce n'est pas l'ensemble d'entreprises, mais c'est les PME qui nous intéressent ici, le taux de défaut a tendance à s'améliorer. Alors effectivement, dans le temps, on voit sur le graphique qu'on était à 1,7% en 2009, aujourd'hui on est à 1,25%. Le taux devrait se stabiliser autour des 1,2% historiquement. D'accord, c'est la moyenne sur une longue période. C'est une moyenne en tout cas sur les 10 dernières années. Concernant le FCPR Entrepreneur Export, on va parler donc sur la slide suivante d'un sondage réalisé par BPI France, qui sont les entreprises exportatrices et qui sont modérément plus optimistes que les autres entreprises. Effectivement, on les a questionnés sur leur prévision de rentabilité des entreprises qui exportent. Tu m'excuseras, Jérôme, hein. De temps en temps, j'oublie de passer à la slide d'après. N'hésite pas à me le dire. C'est pour ça que je vais signaler chaque slide au fur et à mesure. Donc, les entreprises qui sont très exportatrices et moyennement exportatrices sont plus optimistes que les entreprises non exportatrices. Et cela, on l'observe en comparaison par rapport à novembre 2012, où effectivement, ces sociétés se sentent beaucoup plus en confiance. On peut mettre en perspective le fait que la croissance dans les émergents ou aux États-Unis est en nette reprise par rapport à l'Europe. Donc, les sociétés effectivement tournées vers l'exportation ont aujourd'hui une dynamique beaucoup plus intéressante. Alors, on va passer à la slide suivante concernant comment concilier le besoin des PME et la recherche de nouvelles solutions pour les investisseurs. Vos besoins, les besoins d'un investisseur, est d'avoir des actifs tangibles avec du rendement, peu risqué, sur une durée raisonnable et dans un cadre fiscal attractif. Les solutions que l'on propose dans un FCPR sont les PME non cotées via des obligations convertibles avec une garantie partielle, un minimum de 5 ans de détention pour une exonération des plus-values. On va reprendre chacun de ces éléments un par un avec la slide suivante sur les actifs tangibles et donc les PME cotées. Donc sur la slide suivante, la politique d'investissement et stratégie dans les OK. Donc, j'ai le sondage. Donc, appréciez-vous cette formule de conférence en ligne? Ça nous permettra de savoir si vous êtes tous bien connectés et donc de savoir si vous en entendez bien. Nous vous remercions pour votre réponse. Donc, concernant la politique d'investissement et stratégie, donc les PME cibles sont des PME qui sont exposées à l'international
avec un haut rendement potentiel. Les PME cibles sont des PME avec des cash flows importants. Alors, qu'est-ce qu'un cash flow? Un cash flow, c'est une rentrée de trésorerie, une rentrée d'argent liée au business de l'entreprise. Pourquoi les cash flows importants nous intéressent? C'est parce qu'ils permettent à l'échéance, à la fin du programme de l'obligation, à maturité, le remboursement des investissements. On recherche également dans ces entreprises des rendements attractifs à horizon 5 ans. Ces rendements attractifs existent en contrepartie d'un risque sur la santé de l'entreprise. Effectivement, nous investissons dans le cadre de PME et il y a un risque en perte en capital, un risque de décote et également un risque d'illiquidité, étant donné que ces entreprises ne cotent pas leurs dettes sur les marchés. Donc lorsqu'on investit sur ces obligations, on détient l'obligation jusqu'à l'échéance, par exemple de 5 ans, les obligations au terme. Dans la politique d'investissement, on va être également exposé à l'international, comme je l'évoquais plus tôt, plutôt sur des sociétés qui sont orientées sur l'exportation. Les équipes de gestion d'Entrepreneur Venture, la société de gestion du fonds FCPR Entrepreneur Export, privilégient des entreprises qui sont présentes à l'international et qui sont donc moins soumises aux aléas de la croissance française. La croissance française aujourd'hui a du mal à reprendre, elle est entre 0 et 1%, comme dans l'Union européenne, alors que par exemple aux États-Unis, nous nous situons entre 3 et 4% et autour de 6% en Asie. Sur la slide suivante, on va parler d'un exemple qui est l'exemple de Prodware, qui est une société d'édition de logiciels et qui fait également de la maintenance de leur parc. Les points forts est un gros réseau de clients de PME. C'est une opération qui a été réalisée dans le fonds précédent, Entrepreneurs et Famille, qui a été lancé il y a un an, qui est aujourd'hui clôturé et qui est présent dans leurs investissements. Ça avait été réalisé en novembre 2012, c'était une société qui faisait un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Le projet était d'effectuer une croissance interne et une croissance externe pour développer justement leurs investissements à l'international. C'était une échéance à 3 ans avec un TRI, donc un taux de rendement interne des investissements de 11% par an via des obligations convertibles. Alors justement, comment fonctionnent les obligations convertibles dans le FCPR? Alors, juste, on va passer... oui, j'attends. Avant de passer à la définition des obligations convertibles, peut-être un mot sur la taille des entreprises. La Prodware, une entreprise à une taille relativement importante déjà. Les entreprises dans lesquelles on va investir, quelle taille? Alors, on sera dans les PME et les ETI. PME, petites et moyennes entreprises. Quelle est la définition des PME? Alors, une PME, donc c'est une entreprise qui a un nombre de salariés compris entre 10 et 250 et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Les ETI sont des entreprises plus grandes qui ont un nombre de salariés inférieur à 5000 et un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. On va se situer dans ce spectre-là. Plus dans le spectre de PME, il y aura entre 15 et 20 investissements dans le FCPR. On aura une majorité de PME et on pourra avoir une, deux, voire 3 ETI dans le portefeuille entreprise de taille intermédiaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre la taille de l'entreprise et le risque de l'obligation? Plus une entreprise a une taille importante, plus la chance de rembourser l'obligation, moins la chance de faillite. Alors effectivement, la taille de l'entreprise lui permet d'avoir une certaine visibilité, d'avoir développé un certain savoir-faire, d'avoir un certain réseau sur les marchés. Et donc effectivement, plus la taille de l'entreprise est importante, plus la société va avoir une certaine crédibilité sur le marché. Maintenant, aller chercher des entreprises comme des PME permet également
d'avoir des sociétés qui sont en pleine émergence, on peut avoir de réelles pépites, et comme elles ont effectivement des projets assez importants, elles ont besoin de financement, et en contrepartie de cette taille relativement plus petite, on va pouvoir avoir des rendements un peu plus importants, parce qu'elles auront des difficultés à trouver des financements sur le marché du fait de leur taille. Et les banques sont un peu plus frileuses sur les entreprises de petite taille aujourd'hui. Revenons sur les obligations convertibles, sur le rendement, comment cela fonctionne. Donc on va passer à la slide suivante. On va prendre un peu de temps. On va faire une petite pause puisque certains se sont plaints d'avoir le sondage qui les empêchait de voir le slide. Là, je pense que maintenant tout le monde peut voir le slide qui s'affiche sur vos écrans, qui indique vos besoins et les solutions. J'ai le sentiment que c'est OK. Maintenant, si certains veulent nous remonter un problème technique, n'hésitez pas à le faire par les commentaires que vous avez déjà utilisés. Je pense qu'on peut continuer puisqu'apparemment tout fonctionne bien. Parfait. Donc repartons sur le rendement. Quel rendement? Et surtout, via quel vecteur d'investissement? Donc investir via des obligations convertibles. Donc sur la slide suivante, investir sur les obligations convertibles. Donc on va passer donc à la slide suivante. Non, la slide juste avant. Voilà. Donc, qu'est-ce que des obligations convertibles? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation est émise par une société qui cherche un financement via de l'endettement. Donc, une obligation est une dette. L'obligation permet de recevoir le paiement d'un revenu, d'un coupon régulier, généralement annuellement, fixé dès l'origine, et cela pendant une période prédéterminée. À la fin de cette période, on reçoit le capital initialement investi. À l'opposé d'une action, pardon. Donc une obligation, c'est de l'endettement, à l'opposé d'une action qui est une part de capital de l'entreprise, de la valeur de l'entreprise, et qui expose justement au capital de l'entreprise. Alors on va en profiter pour faire un petit sondage, faire une petite pause, parce que sinon j'ai l'impression qu'on avance un peu rapidement et parfois je pense qu'il faut un peu se poser pour réfléchir à tout ça. On va vous poser la question, est-ce que vous avez déjà investi en obligation dans votre vie? C'est intéressant de savoir quelle est la part des personnes qui sont là aujourd'hui qui ont déjà investi en obligation, puisque la plupart des épargnants français connaissent bien le marché des actions. Bien Prêt a d'ailleurs été depuis son lancement un acteur important dans le thème de la distribution d'obligations un peu sous toutes les formes. Et là, on voit que parmi les gens qui sont là, on a des gens qui sont plutôt habitués aux obligations, puisqu'on a les résultats sont autour de un tiers de gens qui participent aujourd'hui à la conférence n'ont pas investi en obligations. 2 tiers ont déjà investi en obligations. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'un point particulier qui sont les obligations convertibles. Alors oui, les obligations convertibles, c'est d'abord une obligation et qui bénéficie d'une option qui est de convertir son obligation en l'action de l'entreprise. Alors pourquoi? L'idée tout d'abord est de bénéficier des avantages de l'obligation, c'est-à-dire de par un rendement pendant les années où on détient le rendement annuel, un coupon annuel, et une prime éventuellement de non-conversion à l'échéance qui est fixée dès l'origine. Cette prime de non-conversion est en fait payée par la société de gestion pour que justement il y ait un intérêt à l'investisseur de souscrire dans cette obligation convertible. La notion de conversion peut être également exercée par la société de gestion dans le cas où la société effectue d'excellents résultats, où son business se développe très bien et où la valeur de l'entreprise grandit fortement. Dans ce cadre-là, la société de gestion décidera
via son obligation convertible, d'échanger l'obligation contre l'action. Jérôme, on peut peut-être reprendre l'exemple de Prodware où on voyait le détail du rendement. Tu nous avais dit que le rendement était de 11%. Comment est-ce que ce rendement se constitue? Alors, ce rendement sur le cas de Prodware se constitue d'un coupon annuel de 7%, donc qui est versé chaque année à l'investisseur un montant de 7% du montant initialement investi. Donc pendant la durée des 3 ans, l'année 1, l'année 2, l'année 3, on recevra à la fin de chacune de ces années un coupon de 7%. À l'échéance de ces 7%, de ces 3 ans, on va avoir une prime de non-conversion si on souhaite de conserver l'obligation convertible et de ne pas échanger cette obligation en action, on va recevoir la non-conversion qui est de 4% pour chacune des années écoulées. Donc on va recevoir 4% fois 3 années, l'équivalent de 12% au bout des 3 ans. Et ces 4%, on les percevra en même temps que le capital initialement investi. Alors on a également un autre exemple qui est un exemple là donc de 7% par an et qui est sur 5 ans avec une prime de non-conversion de 5%. On voit qu'au cours des 5 premières années, en rouge, vous avez les 7% versés annuellement et en grisé, en pointillé, les 5% de primes de non-conversion qui sont provisionnés par la société pour les verser à la personne qui détient l'obligation convertible à l'échéance. Donc si on comprend bien, c'est la PME qui emprunte de l'argent auprès du fonds, auprès du FCPR dans lequel nous on investit. La PME paiera chaque année un coupon fixe dans cet exemple de 7%. Elle va provisionner également la prime de non-conversion, dans cet exemple 5% par année, et elle paiera éventuellement à l'échéance l'équivalent de cette prime de non-conversion, 5 fois 5%, 25% au total. Alors, ce n'est pas éventuellement, ça va être versé. Le seul éventuellement, c'est si on n'a pas exercé notre échange en action, si on conserve l'obligation, cette prime sera versée. Ou alors, le cas où elle ne peut être pas versée, c'est le cas où l'entreprise vient à avoir une difficulté, une faillite, et effectivement, l'obligation s'arrête à ce moment-là, et on peut avoir une perte en capital, et donc du coup, ces primes ne sont pas versées. Mais en tout cas, elles sont provisionnées pour le versement à l'échéance, et si tout se passe bien, au niveau de l'entreprise, on a bien le versement de cette provision. Alors, je vais me faire juste le porte-parole des questions qui arrivent au fur et à mesure. Véronique nous demande pourquoi est-ce que la prime augmente sur le graphique, Jérôme? Est-ce que tu peux l'expliquer ou est-ce qu'il y a une précision à apporter? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que la provision se capitalise dans le temps. C'est-à-dire que les 5% initiaux provisionnés au cours de l'année 1 vont rapporter également 5% dans le temps. Et donc chacune des primes provisionnées est capitalisée dans le temps, ce qui fait qu'on obtient effectivement 5 fois 5, 25% au terme, on obtient 27,63%, qui est la capitalisation des 5% provisionnés chaque année au taux de 5%. Les exemples qui sont pris ici montrent des rendements assez sympathiques.
on parle de 11-12% sur certains cas. Est-ce que c'est pas un taux qui est un petit peu cher? Si on se place du point de vue de la PME, du point de vue des investisseurs, c'est un bel objectif de rendement, mais du point de vue de la PME, c'est pas un petit peu cher? Alors oui. Alors oui, de prime abord, cela peut paraître cher. Ce qu'il faut voir, c'est que ces investissements sont couplés à des investissements initiaux de dette bancaire. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir d'autres financements bancaires, l'entreprise est obligée d'augmenter le capital de l'entreprise, son financement, ses actifs, et donc ce sont ces obligations convertibles à un taux de 12% qui vont permettre à côté d'avoir un emprunt bancaire qui sera autour de 3, 4, 5%, un équivalent de 50% dans l'obligation convertible, 50% en dette bancaire, ce qui donne un taux de financement pour l'entreprise autour de 6 à 7%, et qui, pour des entreprises, des PME en forte croissance avec des projets de développement importants, est un taux raisonnable pour elles et facilement assimilable. Mais on est clairement investi à côté d'un autre financement bancaire. On peut dire également aussi que les PME évitent d'ouvrir leur capital parce que le fondateur, le propriétaire serait dans ce cas-là dilué et que l'obligation convertible est une bonne solution alternative pour lui. N'est-ce pas? Oui, c'est une excellente alternative. Oui, c'est une excellente alternative. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des primes de non-conversion. C'est une excellente alternative parce que ça permet de faire investir de nouvelles personnes dans la PME, de les inciter à avoir un rendement attractif du fait de la prime de non-conversion, qui incite du coup à ne pas convertir son obligation en action. Et du coup, ça permet à l'entrepreneur de conserver l'ensemble des droits de vote sur son entreprise et de ne pas diluer son capital. Donc, il garde la main sur l'entreprise grâce à ce vecteur d'investissement. J'en profite juste également pour refaire un petit tour sur les questions qui apparaissent au fur et à mesure. Alors, vous inquiétez pas, on aura une séance de questions-réponses. On note les questions, notamment, j'ai un monsieur qui me demande quelles sont les garanties apportées en cas de faillite des PME. On y viendra. Mais moi, j'aimerais te poser une question en fait d'actualité. On entend beaucoup parler aujourd'hui du financement participatif, du crowdfunding. Comment est-ce qu'on peut mettre en perspective le financement participatif dont on entend parler dans les grands médias, et puis ce type de montage pour les entrepreneurs, notamment à travers les obligations convertibles? Est-ce que c'est le même genre d'entreprise qu'on peut financer à travers le financement participatif? C'est d'autres entrepreneurs? Est-ce que tu vois ce sujet? Alors, ici, l'intérêt justement de cette typologie de fonds, c'est que l'entreprise et également l'investisseur sont encadrés par un règlement qui est visé par l'AMF, et ensuite, au niveau de l'entreprise, avec la société de gestion, on a clairement un règlement d'obligation qui est créé en partenariat entre l'entreprise et la société de gestion. Donc, on a vraiment une personnalisation de l'investissement entre l'entreprise et effectivement la société qui gère le FCPR. L'intérêt là que je trouve par rapport au crowdfunding, c'est qu'on fait appel à une société de gestion qui a l'habitude de rencontrer des PME non cotées et qui a l'habitude de leur parler, qui a l'habitude d'étudier les bilans, de les analyser et donc de sélectionner des entreprises qui devraient générer des activités pérennes dans le temps. Donc moi j'y vois en tout cas dans ce fonds un peu plus de professionnalisme, en tout cas sur le
sur la gestion par rapport au crowdfunding. Alors, on parlait, quelqu'un posait la question sur la garantie. On va y passer sur la slide suivante. Par rapport au risque associé, c'est vrai que les PME peuvent faire faillite. Et afin de limiter le risque, afin de limiter une perte en capital, le produit est associé à une garantie partielle. Alors, sur la slide suivante, on va parler justement de la garantie Oseo. Oseo, qu'est-ce que c'est? C'est devenu BPI France en juillet 2013. BPI France, c'est la banque publique d'investissement. C'est donc un établissement public qui a pour mission de soutenir l'innovation et la croissance des PME. Ils ont 3 métiers principaux. Le financement de l'innovation, le financement des investissements et des cycles d'exploitation en partenariat avec les banques, et la garantie de financement bancaire ou d'intervention en fonds propres. Et c'est cette troisième partie qui va nous intéresser. Parce qu'Oseo n'agit jamais seul. Il se positionne comme un partenaire dans chaque investissement. Et donc, ils vont utiliser différents investisseurs qui vont investir directement dans les entreprises pour leur compte. Et donc, c'est le cadre de Entrepreneurs et Ventures qui va investir directement dans les entreprises en bénéficiant de la garantie Oseo. Comment fonctionne cette garantie partielle? Donc, la garantie partielle du capital sur la slide suivante. L'assurance BPI France va être un taux de couverture pour chaque ligne, de manière ligne à ligne, de 50%. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle vient à faire une faillite totale, si on a une perte totale sur l'obligation convertible, pas de recouvrement, donc on récupère 0 sur l'obligation, la garantie Oseo va s'appliquer et donc va couvrir 50% de ces pertes sur le capital initialement investi dans cette obligation. On a vu auparavant qu'il y avait un taux de défaut sur les entreprises, sur les PME d'1,25% en 2013, ce qui reste relativement faible. On a également choisi une entreprise, une société de gestion Entrepreneurs et Ventures qui sélectionne les sociétés. Les dossiers sont également présentés à Oseo pour que l'assurance, pour que la garantie Oseo soit appliquée. Donc, on essaye de limiter au maximum le risque lié au défaut d'une PME, lié à la faillite d'une PME. Le plafonnement total sur le produit sera de 30%, mais comme on vient de l'évoquer, l'ensemble des garanties qu'on cherche à prendre nous fait dire qu'on n'atteindra jamais ce plafond. L'objectif de la sélection de la société de gestion et de BPI France est de limiter le défaut sur les entreprises, mais malgré tout, d'être présent pour les financer. Donc la garantie est applicable sur l'ensemble des lignes du portefeuille. Alors, je voudrais rajouter un commentaire, c'est pas une question pour Jérôme, sur cette garantie partielle. Donc effectivement, vous pouvez vous interroger sur le plafonnement à 30% du montant assuré. Donc je voudrais apporter 2 éléments. D'abord, lorsqu'il y a des dossiers de crédit qui sont montés dans ce cadre-là, dans le cadre du FCPR, effectivement, il y a plusieurs intervenants qui regardent le dossier, et ça déjà c'est une sorte de garantie. Il y a des professionnels chez BPI France, il y a des professionnels dans une banque, il y a des professionnels chez Entrepreneurs Ventures qui vont analyser le dossier, voir si c'est un bon dossier de crédit. Ça c'est le premier élément. Ensuite le deuxième élément, c'est ce que disait Jérôme, et c'est important de le souligner, les taux de défaut sur les PME qu'on cible ici sont de l'ordre de 1,25%. Jérôme nous dit que sur les prochaines années, on s'attend à ce qu'il soit de l'ordre de 1,2% pour ces entreprises-là. Donc le plafonnement à 30% nous paraît déjà très élevé par rapport aux statistiques.
nationale et par rapport aux critères de sélection des dossiers. Donc nous, on estime qu'on a un produit avec une garantie certes partielle, mais qui est déjà extrêmement intéressante. Et quand on regarde l'intérêt d'un produit, on regarde toujours en fait le rendement qu'on nous propose et le risque qui va en face. Et on estime que le couple rendement-risque est intéressant grâce à ce mécanisme de garantie partielle BPI France. Alors Oseo est vraiment un spécialiste pour ça. Ils sont vraiment là pour aider les PME à se développer et pour que les investisseurs ne soient pas tout seuls dans le financement des PME. Ça permet d'accompagner des investisseurs dans le financement de l'économie réelle et c'est pour ça que la BPI existe et nous accompagne dans ces garanties partielles du capital. Oseo a également énormément confiance dans les PME françaises et c'est pour ça que la garantie est également de 50% sur chaque ligne. Oui. Cela étant, je pense qu'il faut vraiment souligner le fait que la vocation d'Oseo BPI France n'est pas d'aider des PME, des canards boiteux, en fait, des entreprises qui vont mal et qui ont besoin de financement parce qu'elles sont au bord du gouffre. Parce que là, ça serait malsain et ça serait un danger pour nos clients investisseurs. C'est pour ça que je me permettais de souligner que Oseo BPI France peut malgré tout refuser des dossiers s'ils estiment que le dossier n'est pas viable. On est bien d'accord, Jérôme, sur ce point-là. Oui, tout à fait, on est bien d'accord sur ce point-là. Effectivement. Garantie supplémentaire. C'est une garantie supplémentaire. Alors on va passer à la slide suivante, concernant la durée du produit, la durée de ces investissements. On est sur un minimum de 5 ans. Donc sur la slide suivante, la durée est de 5 ans. On a une fin du FCPR qui est à horizon du 31 décembre 2019. Pourquoi 5 ans? Il y a deux raisons principales sur cette date-là. Alors comme on peut le voir sur la slide suivante, on va se retrouver en ligne avec les projets d'investissement des entreprises sélectionnées qui ont régulièrement plutôt une vision à 5 ans de leur plan de croissance, leur plan de développement. Et c'est également ce qui permet d'obtenir les rendements dont on discutait auparavant. C'est ce qui nous permet de dégager un rendement qui va se situer entre 10 et 12%. La durée de détention, la deuxième raison, c'est également la durée de détention pour profiter du cadre fiscal. C'est le cadre fiscal attractif ne s'applique qu'au bout d'une détention continue de 5 ans des obligations. Donc on va passer... Oui, alors, je voulais... excusez-moi, j'en profite, parce que le point de la durée... Le point de la durée me semble-t-il essentiel. Et donc, on a préparé un petit sondage qu'on va mettre en œuvre tout de suite. Ça me permet de faire une petite pause également pour savoir ce que vous pensez de la durée de 5 ans en fait. Est-ce que c'est bien, c'est une durée qui correspond à vos projets d'investissement? Est-ce que ça vous paraît trop long ou est-ce que ça vous paraît trop court? Donc, normalement, les votes ont lieu. Pour l'instant, c'est bien, à 90%. Donc, il semblerait que cette durée de 5 ans, qui vous permet également, comme le disait Jérôme, de bénéficier de la fiscalité attractive du FCPR, est une durée qui correspond globalement à vos objectifs de placement. Donc, on va laisser encore le sondage se dérouler quelques minutes ou quelques secondes et puis on va le fermer. Voilà. Une question, je crois. Alors, t'as pas le micro un instant, Jonathan. Pour pas qu'il y ait d'écho, donc en fait on doit couper les micros au fur et à mesure. Jérôme, tu mentionnais que la durée était au minimum de 5 ans, mais ce qui intéresse nos clients, c'est au maximum, elle pourrait être de combien? Comment ça marche? Alors elle est au minimum effectivement de 5 ans, au 31 décembre 2019. Elle pourrait être
allongé de 2 fois une année dans le cadre d'investissements qui se passent mal. Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, les différents investissements auront une maturité des programmes d'obligation, une échéance avant le 31 décembre 2019. Donc si on a l'ensemble des investissements qui ont 0 problème, on aura une fin du produit au 31 décembre 2019. Dans le cadre où une entreprise, plusieurs viennent à avoir un souci, en concertation avec Entrepreneurs et Ventures, ils pourront élaborer un plan pour aménager le remboursement de la dette pendant une première fois 1 an, voire une deuxième fois une autre année. L'idée est de faciliter la sortie de l'obligation de l'entreprise pour éviter de se retrouver à un cas où on se retrouverait sur une faillite de l'entreprise et là on perdrait tout. L'idée est de, voilà, en bonne intelligence avec l'entreprise, éventuellement voir un échelonnement de la dette sur l'année pour un remboursement au bout d'1 an, voire peut-être 1 an et demi. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ensemble des investissements réalisés dans les autres entreprises seront remboursés au 31 décembre 2019 et seule l'obligation qui a un rééchelonnement, par exemple, sera remboursée au moment de la conclusion de cette opération. Donc on estime que 90% du produit sera remboursé au 31 décembre 2019 et s'il y a une obligation qui ne convient pas, elle pourra être remboursée au cours de cette période-là. Très bien. Passons effectivement à la fiscalité, au cadre fiscal attractif et qui correspond à une exonération des plus-values. Alors on a 2 options fiscales. Les différentes options fiscales dans ce produit sont, tout d'abord, opter pour la distribution. Alors, on est sur une distribution des coupons annuellement, et du coup, la perception des coupons annuels, on avait parlé de 7% tout à l'heure, la perception tous les ans de ces 7%, et à l'échéance des primes de non-conversion. Dans ce cadre-là, la perception des coupons annuellement implique une fiscalité classique des revenus. C'est-à-dire que les revenus annuels seront soumis au barème de l'IR et aux prélèvements sociaux. Par exemple, un barème IR à 30% fera que les revenus seront fiscalisés à 30% plus 15,5%, donc 45,5%. L'intérêt de ce produit se situe un peu plus dans la partie capitalisation pour une optimisation fiscale. C'est-à-dire que les coupons de 7% ne seront pas distribués chaque année, mais seront capitalisés dans le FCPR avec un engagement de détention départ au cours des 5 années. Cela ouvre droit pour les personnes physiques à une exonération de l'impôt sur les plus-values à la sortie, avec quand même les prélèvements sociaux de 15,5%, mais une exonération totale des plus-values. Concernant les personnes morales soumises à IS, par exemple pour de la trésorerie moyen terme d'entreprise, on est sur le régime spécifique des plus-values à long terme et donc un taux forfaitaire de 15% au lieu des 33% habituels. Donc si on comprend bien en termes de fiscalité, pour les personnes qui sont fortement fiscalisées et qui n'ont pas de besoin de revenus complémentaires, ils ont intérêt à opter pour la capitalisation des revenus. Ils peuvent choisir donc de souscrire à ce FCPR et de ne pas percevoir les coupons pendant toute la durée du FCPR. Les coupons seront donc versés et conservés à l'intérieur du FCPR, si je comprends bien, et ils seront perçus à l'échéance du FCPR, ce qui permet d'optimiser au maximum la fiscalité, parce que du coup, sur ces coupons-là, les clients investisseurs ne paieront pas de fiscalité. Pour les personnes, à l'inverse, qui sont faiblement fiscalisées et qui ont des besoins de revenus, c'est le cas pour des gens qui sont par exemple à la retraite et qui ont un capital aujourd'hui, ils veulent s'en servir pour percevoir des revenus complémentaires pour compléter leur retraite. On a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là aussi et qui sont plus faiblement imposés. Ces personnes-là
choisiront plutôt l'option fiscale distribution. Ils choisiront de recevoir les coupons chaque année pour compléter leur retraite et paieront l'impôt en conséquence. Certaines personnes remontent que le point sur fiscalité n'est pas encore clair. Est-ce qu'on pourrait éventuellement revenir dessus, le simplifier? Il semblerait que... Alors, un instant. Un instant. Hop. Jonathan. Alors, contrairement à d'autres produits d'épargne du type FCPI, il n'y a pas de réduction d'impôt à l'entrée. Vous investissez par exemple 20 000 euros sur ce produit-là, vous n'avez pas de réduction d'impôt sur le revenu l'année où vous faites l'investissement. On n'est pas dans un cadre de placement qui permet une défiscalisation. Par contre, il va y avoir une fiscalité des revenus qui est présentée ici. Tous les coupons perçus pendant la durée de vie du FCPR, pendant les 5 ans, sont imposés à l'impôt sur le revenu, plus prélèvements sociaux, et les plus-values réalisées à la sortie, au-delà des 5 ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Donc, pour résumer, pas de réduction d'impôt à l'entrée sur le versement effectué dans le cadre de ce FCPR, mais par contre, il y a une imposition sur les revenus qui est différente sur les 5 premières années des années suivantes en fait. Pour ceux qui sont fortement imposés, ils ont intérêt à opter pour l'option capitalisation, car comme cela, ils ne paieront pas d'impôt sur les plus-values à la sortie. Est-ce que c'est plus clair comme ça? J'ai le sentiment que c'est clair, en tout cas les commentaires qui remontent maintenant me confirment que la fiscalité est maintenant un point bien éclairci. La fiscalité, je me permets d'insister là-dessus, est effectivement toujours un point important lorsqu'on investit dans un placement financier. Il faut savoir dans quel cadre fiscal on investit. Notre conviction tout de même est que la fiscalité ne doit pas être le seul point, la seule motivation pour investir dans un produit d'épargne quel qu'il soit. Donc c'est très différent effectivement des FCPI ou des FIP ou des SOFICA, des produits qui permettent une défiscalisation à l'entrée. Là, on pense que on essaie de vous démontrer avec Jérôme Livrant que il y a un intérêt à investir dans la dette des PME. Il y a un intérêt macroéconomique, un intérêt par rapport à la situation en France. Il y a un intérêt par rapport à vos besoins, de rechercher des actifs tangibles, de rechercher des actifs qui offrent un rendement plus intéressant que les autres produits d'épargne, comme le livret A, l'assurance vie, les fonds en euros, qui offrent un risque mesuré. On l'a vu notamment grâce à la garantie partielle de BPI France aux EO. Sur une durée pas trop longue, on n'aime pas avoir des produits qui ont une durée de 10 ans par exemple. Là, on voit qu'on est sur une durée a priori de 5 ans et peut-être 6 ou 7 grand maximum pour 10% de l'investissement. Et enfin, tout ça, c'est la cerise sur le gâteau, se fait dans un cadre fiscal attractif parce que les rendements qu'on affiche, si on est dans le cadre de la capitalisation, il s'agit des rendements nets d'impôts. Donc cela présente un réel intérêt en fait pour les clients. C'est pour ça qu'on a choisi de le sélectionner et de vous le proposer. Il y a un point qui est important de mentionner dans votre choix d'investir ou non dans ce produit-là. C'est que si vous décidez d'investir, vous avez une durée de 5 ans. Par contre, pendant les 5 ans, il n'est pas possible de revendre le produit parce qu'on est sur des obligations effectuées auprès de PME non cotées. Donc le produit n'est pas coté, c'est le principe du FCPR. Et donc, il n'y a pas de possibilité de revendre les parts du FCPR. Donc ça s'adresse à des clients qui peuvent investir sur 5 ans et qui n'auront pas besoin de cet argent-là pendant les 5 prochaines années. Et donc, si vous êtes prêt à immobiliser, la contrepartie de cette immobilisation,
en durée, c'est d'avoir un rendement plus élevé que sur les autres placements, avec un risque tout à fait mesuré grâce à la garantie partielle de BPI France. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions qui interviennent, notamment Véronique, qui est très active ce soir, qui nous demande qu'en est-il de la fiscalité des non-résidents. Je pense qu'on pourra aborder ce sujet-là à la fin de la démonstration, parce qu'il ne concerne pas tout le monde, même si j'en profite pour remercier les expatriés qui sont connectés ce soir et pour qui c'est un outil, je pense, très opportun, le webinar. Ça leur permet de se tenir au courant et de rester en contact avec leur pays, notamment du point de vue de l'économie et de la fiscalité et des placements, tout en étant loin de leur pays d'origine. Jonathan, un instant. En ce qui concerne les non-résidents, les expats, eux, de toute manière, ils ne payent pas les prélèvements sociaux, hein. Donc ça, c'est le premier point, c'est 0. Ensuite, pour ce qui est du reste, ça dépend de chaque pays, ça dépend de la convention fiscale entre la France et le pays en question. Donc c'est très difficile de répondre comme ça à cette question-là. Il faudrait qu'on puisse parler plus spécifiquement à la personne pour étudier la convention fiscale du pays en question. Jérôme, je pense qu'on va aborder le point de l'ISF également, puisque ça c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on déclare, quel encours on déclare l'ISF pendant les 5 ans? Est-ce que on peut également noter cette question pour la suite, ou tu veux y répondre d'emblée? Pour l'ISF, il va y avoir une valorisation du produit qui va être biannuelle. Donc tous les semestres, il y aura une valorisation du produit qui tiendra compte des coupons perçus chaque année. Donc il va y avoir une estimation des coupons qui sont versés au fur et à mesure du produit. Et donc on aura une valorisation bisemestrielle qui servira justement, biannuelle, semestriellement, qui servira à donner la valeur à la valeur de l'investissement. Donc il n'y a pas de réduction ISF. Donc pour résumer, il n'y a pas de réduction ISF, il n'y a pas de régime spécifique à ce produit-là vis-à-vis de l'ISF. Tout à fait. On est bien dans ce cadre. Tout à fait. On est bien dans ce cadre-là. Alors, donc, Jonathan Lévy, vous avez fait un très bon résumé de ce produit. Par rapport à ça, je tiens juste à ajouter que du coup, la gestion du fonds est assurée par la société Entrepreneur Venture, qui a un savoir-faire reconnu sur la gestion des sociétés et des PME non cotées. Ils ont un agrément AMF et gèrent depuis 2000. Ils ont 400 millions d'euros sous gestion. Ils ont déjà accompagné plus de 90 PME. C'est vraiment des spécialistes de la dette obligataire convertible. Ils ont déjà, du coup, l'année dernière, réalisé un fonds d'investissement qui s'appelait Entrepreneurs et Familles, sur lequel il y a eu 70 millions d'euros d'investis. L'objectif sur ce fonds-là est entre 70 et 100 millions par rapport aux différents projets. Donc on est vraiment dans le cadre d'une société qui a l'habitude de travailler sur ce secteur-là et en partenariat, comme je l'ai dit, avec Oseo BPI France. D'ailleurs, vous pourrez retrouver sur le site internet de BPI France le fait qu'ils sont à côté de BPI France pour investir en tant qu'investisseur en direct et comme partenaire privilégié. Donc on est vraiment, par rapport à cet aspect de BPI France, vraiment sur l'investissement d'entreprises qui font notre quotidien, qui dynamisent les régions, qui font les emplois proches de chez nous. Et donc c'est également ce côté qui nous a sensibilisés à ce produit. Je reprends la parole un petit instant parce que on va vous proposer un des derniers sondages qui est un petit peu, je pense,
le sondage qui est un peu la cerise sur le gâteau. La question est, est-ce que le rendement compris entre 7 et 8%, qui est le rendement cible attendu par ce placement, le rendement net de ce placement, vous semble-t-il attractif au regard des éléments qu'on a mis en avant, les risques, la durée d'ailleurs, une question, la fiscalité, l'avantage fiscal n'est pas inclus dans le rendement annoncé et le rendement attendu. D'accord. Donc la réponse de Jérôme est non. Donc là, pour l'instant, on a 80% environ des personnes qui disent que le rendement compris entre 7 et 8% est attractif. Donc ça nous semble également tout à fait justifié au regard des contreparties et du couple risque-rendement de ce placement présenté ici ce soir. Jonathan, je te passe la parole. Je voudrais reprendre deux questions qui ont été posées précédemment. En cas de défaut de l'entreprise, au milieu des 5 ans, on perd les coupons annuels précédents si on choisit l'option capitalisation. C'est la question d'une personne. Alors non, en fait, les coupons perçus sont capitalisés dans le fonds, dans le FCPR. Si la PME faisait faillite par la suite, en fait, ces coupons resteraient la propriété du FCPR et donc vous serez versés. Donc ils ne sont pas perdus. Une fois qu'ils sont versés, ils ne sont pas perdus. Ils sont juste mis à l'intérieur du fonds, ils sont capitalisés, mais ils ne sont pas perdus en fait. Même en cas de faillite, après coup. Une autre question, pourquoi ne pas coupler ce montage avec une assurance vie? Alors, c'est une bonne idée, mais c'est très compliqué à mettre en place. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le cadre de l'assurance vie, l'assureur garantit la liquidité. Ça, c'est la réglementation. On ne peut pas faire autrement. Tout support qui est logé dans une assurance vie doit être garanti en termes de liquidité par l'assureur. Ce qui veut dire que si vous investissez dans un support comme ça et qu'il est logé dans un contrat d'assurance vie, si à un moment donné vous souhaitez le vendre, l'assureur est obligé de vous le racheter. Or, comme on vous le disait, c'est compliqué pour un assureur parce que c'est pas un produit qu'on peut revendre. Donc, à part ça, il n'y a pas tellement d'intérêt de toute manière parce que fiscalement, en termes de fiscalité des revenus, la fiscalité est plus intéressante que dans une assurance vie. Si vous étiez dans une assurance vie, vous auriez une fiscalité qui serait au moins plus lourde selon votre propre situation, mais dans beaucoup de cas, elle serait plus lourde dans une assurance vie. Le seul avantage que vous auriez, c'est la liquidité, mais c'est pour ça justement que les assureurs rechignent à le loger dans un contrat d'assurance vie. Évidemment, on pouvait s'y attendre, et c'est tout à fait normal d'y répondre. On nous pose la question des frais d'entrée. Quels sont-ils? Y a-t-il des frais de gestion, des frais d'entrée sur ce placement? Jérôme, est-ce que tu veux répondre? Alors, les frais d'entrée sur ce produit sont de manière dans le règlement du produit un maximum de 2,5%. Donc c'est des frais qui sont mis à l'entrée sur le produit et qui correspondent effectivement à un investissement qui est très particulier, à une recherche de PME, à un sourcing de PME qui est relativement compliqué. Donc on est sur un maximum de 2,5% à l'entrée. Voilà, apparemment il n'y a pas d'autres questions. Il est 19h45, donc on va conclure ce webinaire. On vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir répondu présent sur Pour conclure, en fait, je mettrai le commentaire
d'une personne qui nous dit que finalement c'est mieux que la caisse d'épargne, c'est mieux que le livret A, qui était proposé à l'époque par la caisse d'épargne. C'est aussi mon avis. C'est peut-être pas tout à fait comparable, mais je pense que c'est un produit qui a tout à fait sa place dans le patrimoine des Français à l'avenir. On a vu que c'était un petit peu le sens de l'histoire pour les raisons qu'on a évoquées. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Je voudrais je m'apprête à vous dire également que vous allez recevoir normalement très rapidement un lien qui vous permettra de suivre cette intervention, de suivre également les slides qui ont été présentés. Donc ce lien vous sera envoyé très probablement demain. Alors j'en profite aussi pour nous excuser un petit peu. C'était le premier webinaire qu'on organisait. Il y a eu des petits problèmes techniques de son qui, j'espère, se sont réglés au fur et à mesure de la séance. Et on espère aussi vous compter nombreux pour les prochains webinaires, notamment un prochain webinaire aura lieu début avril sur une autre solution d'investissement qu'on vous indiquera dans les jours qui viennent. Voilà, merci beaucoup encore et encore désolé pour les petits problèmes techniques qui nous ont perturbés, mais qui, je suis sûr, n'ont pas entamé la qualité de la présentation sur le fond. Bonne soirée.